Tshisekedi triomphe à l'ONU, Kagame isolé sur la scène mondiale. Chers auditeurs, bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une analyse politique qui révèle bien plus qu'un simple agenda diplomatique. L'absence remarquée de Paul Kagame à New York lors des assises de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas un détail. Elle symbolise un basculement profond dans les rapports de force régionaux et internationaux. Pendant que Félix Tshisekedi prenait place au cœur des discussions mondiales, invité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour célébrer les 80 ans de l'organisation, Kagame brillait par son silence et son absence. Une répétition qui confirme une tendance, l'isolement croissant du Rwanda sur l'échiquier diplomatique. L'image qui nous vient de New York est parlante. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, se tenant au milieu d'une assemblée de chefs d'État venus célébrer une institution bâtie sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale et rappelée à sa mission fondamentale par Antonio Guterres, l'unité des nations et la quête de la paix. Devant lui, des dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président des États-Unis, Donald Trump, qui, malgré son style controversé, impose sa ligne dure face aux acteurs jugés déstabilisateurs. À côté de Tshisekedi, un vide retentissant, Paul Kagame, qui par le passé n'aurait manqué pour rien au monde une telle occasion de visibilité internationale, a choisi pour la deuxième année consécutive de rester absent. Cette absence ne peut pas être réduite à une question d'agenda interne. Elle est symptomatique d'une perte d'assurance et d'une peur d'affronter un monde où les projecteurs ne lui sont plus favorables. Kagame, qui aimait autrefois se présenter comme l'architecte de la renaissance rwandaise, le stratège respecté des chancelleries occidentales et l'invité incontournable des grandes tribunes internationales, semble aujourd'hui redouter ces mêmes tribunes. Pourquoi ? Parce que son image s'effrite, ses alliances se fragilisent, et son rôle dans les conflits de la région des Grands Lacs ne peut plus être occulté. Pour comprendre cette dynamique, il faut remonter à la genèse de la montée en puissance du Rwanda sur la scène mondiale. Depuis la fin du génocide de 1994, Kagame a patiemment construit une image d'homme providentiel, capable de redresser un pays meurtri et de transformer Kigali en vitrine du développement africain. À travers des réformes économiques audacieuses, une discipline politique stricte et une diplomatie active, il a séduit les bailleurs internationaux, attiré les investisseurs et obtenu une reconnaissance disproportionnée par rapport à la taille et au poids réel de son pays. Pendant 2 décennies, Kigali a été cité en exemple et Kagame célébré comme le visionnaire qui aurait su tirer les leçons de l'histoire. Mais cette image était construite sur un double discours. D'un côté, un Rwanda moderne, digitalisé, ouvert aux investissements et modèles de gouvernance. De l'autre, un régime autoritaire, répressif envers ses opposants et surtout profondément impliqué dans les conflits de la région. Dès la fin des années 1990, l'armée rwandaise a été accusée d'interventions répétées en République démocratique du Congo, justifiées officiellement par la traque des ex-génocidaires, mais motivées en réalité par des intérêts économiques colossaux, minerais stratégiques, coltan, or, bois précieux. Les rapports des Nations Unies, accumulés au fil des ans, ont pointé la responsabilité de Kigali dans le soutien aux rébellions congolaises, dont le M23 reste l'exemple le plus récent et le plus emblématique. Pendant longtemps, la communauté internationale a fermé les yeux sur ces réalités. Washington, Londres, Bruxelles ont considéré Kagame comme un partenaire indispensable dans la lutte contre le terrorisme, la stabilisation de la région et la gestion des flux migratoires. Mais ce temps-là touche à sa fin. La donne a changé avec la montée en puissance de la voie congolaise. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a opéré un virage stratégique. Il a mis au centre de son agenda diplomatique la dénonciation de l'agression dont son pays est victime et la mobilisation des partenaires internationaux pour exiger la fin de l'impunité rwandaise. À New York, cette stratégie a porté ses fruits. Être invité par Antonio Guterres pour participer à la conférence de haut niveau sur les 80 ans de l'ONU n'est pas anodin. Cela marque la reconnaissance d'un leadership congolais qui compte désormais dans les débats mondiaux. Tshisekedi, qui a longtemps été perçu comme un président fragile et contesté, est en train de gagner ses galons sur la scène internationale. Et cette montée en puissance se fait précisément au moment où Kagame se replie, s'efface, se marginalise. La symbolique est puissante. Alors que le secrétaire général de l'ONU rappelle que les fondateurs de l'organisation avaient connu la guerre et avaient construit un lieu où toutes les nations pouvaient se rassembler pour résoudre ensemble les problèmes communs, le président de la RDC se tient à ses côtés, porteur du témoignage d'un peuple martyrisé par 3 décennies de conflits. Kagame, lui, reste silencieux, probablement conscient qu'il ne pourrait plus convaincre une audience désormais mieux informée des réalités du terrain.
La guerre à l'est de la RDC n'est plus un sujet périphérique. Elle est devenue un dossier central dans les discussions internationales sur la paix et la sécurité. Les rapports accablants des experts de l'ONU sur le soutien du Rwanda au M23, la multiplication des témoignages de victimes congolaises, les pressions exercées par la société civile et la diaspora congolaise en Europe et aux États-Unis ont changé la donne. Le récit officiel de Kigali, qui présentait toujours le Rwanda comme une victime éternelle, ne passe plus. Et Kagame le sait. Son absence à New York est une stratégie d'évitement. Une manière de ne pas affronter un tribunal moral qui s'installe peu à peu dans les consciences internationales. Ce tournant est aussi lié à la transformation des priorités américaines. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis affichent un pragmatisme assumé. Trump n'est pas intéressé par les récits idéologiques. Il raisonne en termes de rapports de force et d'intérêt. Or, du point de vue de Washington, la RDC offre aujourd'hui bien plus d'opportunités que le Rwanda. Ces ressources stratégiques sont essentielles pour l'avenir des industries américaines, notamment dans le secteur des batteries électriques et des technologies de pointe. Soutenir Tshisekedi, c'est sécuriser l'accès à ces minerais, c'est investir dans un partenariat d'avenir. Kagame, au contraire, apparaît comme un fauteur de troubles dont les aventures militaires compliquent la stabilité régionale. Ce basculement ne se limite pas aux États-Unis. En Europe aussi, le vent tourne. La Belgique, ancienne puissance coloniale, est de plus en plus attentive aux revendications congolaises. La France, qui a longtemps regardé Kigali comme un partenaire incontournable en Afrique de l'Est, commence à réévaluer son positionnement. Même des pays africains qui, par le passé, soutenaient tacitement le Rwanda, prennent aujourd'hui leur distance. Kagame se retrouve acculé, obligé de chercher de nouveaux alliés en dehors de son cercle traditionnel, mais sans le même succès qu'auparavant. La conséquence est claire. Kagame est plus isolé que jamais. Son absence à New York n'est pas seulement une désertion, c'est la manifestation d'une peur de l'isolement diplomatique transformée en réalité. Chaque absence l'affaiblit un peu plus. Chaque apparition manquée laisse le champ libre à Tshisekedi pour occuper l'espace, construire des alliances et imposer son récit. À mesure que Tshisekedi gagne du terrain sur le plan international, il en profite pour renforcer sa position interne. Son discours à l'ONU et sa présence aux côtés de Guterres sont repris par la presse congolaise comme des victoires diplomatiques. Pour un pays qui a longtemps souffert de l'image d'un État faible et divisé, voir son président tenir tête au silence de Kagame et être reconnu par la communauté internationale est une source de fierté et un élément de consolidation politique. Mais cette dynamique pose aussi une question cruciale. Jusqu'où ira ce basculement? Tshisekedi pourra-t-il transformer ce capital diplomatique en résultats concrets sur le terrain, notamment en sécurisant durablement l'est du pays? Kagame, de son côté, acceptera-t-il de se réinventer ou persistera-t-il dans une stratégie de confrontation qui risque de le conduire à l'isolement total? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. L'absence de Kagame à New York, pour la deuxième année consécutive, marque la fin d'une époque, celle où Kigali dictait l'agenda régional et où son président était célébré comme un modèle. Nous entrons dans une nouvelle phase où la RDC, portée par la voix de Tshisekedi, prend enfin sa place et où le Rwanda se retrouve acculé à l'arrière-plan. Parfait. Je vais développer la suite du récit en élargissant l'analyse pour montrer que les Congolais, tout en se réjouissant de la victoire diplomatique incarnée par l'absence de Kagame et la présence remarquée de Tshisekedi à New York, veulent surtout voir cette dynamique se traduire sur le terrain militaire. Je vais poursuivre dans le même style narratif fluide et analytique, en ajoutant un développement riche et détaillé pour rapprocher le texte de l'objectif global de 4000 mots. Chers auditeurs d'Africa Flashes, il faut le dire clairement, la joie ressentie par de nombreux Congolais après la mise à l'écart symbolique de Kagame sur la scène internationale ne suffit pas à apaiser leur douleur quotidienne. Les discours prononcés à New York, la reconnaissance internationale obtenue par Félix Tshisekedi et le constat unanime de l'isolement croissant du Rwanda constituent sans doute une victoire diplomatique majeure. Mais pour les familles déplacées de Rutshuru, pour les villages brûlés dans le Massissi, pour les enfants qui dorment encore sous des bâches à Mugunga ou Minova, cette victoire doit désormais se traduire en une autre, une victoire militaire, concrète, sur le champ de bataille. La question qui hante chaque Congolais est simple. À quoi bon triompher dans les salons feutrés de l'ONU si, sur les collines de l'Est, les balles continuent de siffler et les drapeaux du M23 flottent sur des localités entières? Oui. Tshisekedi a marqué des points en diplomatie. Oui, Kagame a perdu du terrain moral et politique. Mais le peuple congolais attend plus. Il veut voir son armée, les FARDC, redresser la tête, reprendre les territoires occupés, briser l'élan des rebelles soutenus par Kigali et restaurer enfin l'intégrité du pays. C'est là que réside toute l'urgence du moment. Car l'histoire récente de la RDC a montré à quel point les victoires diplomatiques pouvaient s'évaporer si elles n'étaient pas suivies d'effets militaires tangibles. Joseph Kabila, par exemple, avait obtenu à plusieurs reprises des résolutions favorables au Conseil de sécurité. Mais sur le terrain, la situation continuait de se détériorer. Les Congolais ne veulent plus de ce décalage entre le discours international et la réalité quotidienne. Ils veulent que cette reconnaissance mondiale de l'agression dont ils sont victimes se traduise par un rapport de force qui change réellement la donne.
À New York, Antonio Guterres a rappelé que les fondateurs de l'ONU avaient connu la guerre et avaient bâti l'organisation pour que les nations puissent, ensemble, résoudre les problèmes qu'aucun pays ne peut affronter seul. Pour les Congolais, ce message est lourd de sens. Ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre seuls une rébellion lourdement armée et soutenue par un État voisin. Mais ils savent aussi qu'aucune armée étrangère ne viendra libérer leurs terres à leur place. Le peuple exige donc que la diplomatie serve directement la stratégie militaire, qu'elle permette d'obtenir des sanctions ciblées contre Kigali, de bloquer ses circuits de financement, de limiter son accès aux armes, tout en renforçant la capacité opérationnelle des FARDC et en soutenant les combattants Wazalendo qui se battent sur le front. Car la réalité du terrain est implacable. Chaque jour qui passe sans une victoire militaire renforce le sentiment de frustration et d'abandon parmi les populations. La diplomatie, aussi brillante soit-elle, ne peut effacer la douleur des femmes violées, des enfants enrôlés de force, des villages rasés. Les Congolais attendent que les belles paroles de New York se traduisent en actes à Bunagana, à Kiwanja, à Kibumba, à Tongo. Ils veulent voir le drapeau national flotter là où aujourd'hui s'érigent des bastions rebelles. L'absence de Kagame à New York a été perçue comme une fuite, une preuve de son isolement. Mais pour beaucoup de Congolais, cela ne sera une véritable victoire que le jour où ce même isolement se traduira par un affaiblissement concret du M23 sur le terrain. Ils ne veulent pas seulement que Kagame soit humilié dans les chancelleries, ils veulent qu'il soit vaincu dans ses ambitions territoriales. La diplomatie est le prélude. La bataille finale doit se jouer à l'est du pays. Le défi pour Tshisekedi est immense. Il doit transformer le capital diplomatique engrangé à New York en une stratégie militaire victorieuse. Les Congolais l'attendent au tournant. Chaque déplacement international, chaque tête-à-tête avec Antonio Guterres ou Donald Trump, chaque discours applaudi à l'ONU augmente cette attente. Le peuple ne veut plus de symboles, il veut des résultats. Dans les rues de Goma, Bukavu, Uvira, mais aussi à Kinshasa, un seul mot revient: libération. Cette pression populaire s'explique par une réalité simple. La souffrance a trop duré. 30 ans de guerres récurrentes, de massacres, de déplacements massifs ont érodé la patience. Le peuple congolais sait que la diplomatie est importante, mais il sait aussi qu'elle peut parfois se transformer en écran de fumée, en procrastination déguisée. Or, cette fois, il n'y aura pas de place pour l'attente. La diplomatie doit ouvrir la voie à la victoire militaire et non la remplacer. Il faut d'ailleurs souligner que même les alliés internationaux de Tshisekedi partagent cette vision. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, attendent de voir si la RDC est capable de traduire ses discours en actions concrètes. Trump, pragmatique, ne se contente pas de déclarations. Il veut des preuves. Et la preuve que la RDC est un partenaire crédible se mesurera aussi sur le champ de bataille. Washington, Bruxelles, Paris peuvent applaudir Tshisekedi à New York, mais ils évalueront sa force réelle en fonction des résultats obtenus à Rutshuru, à Massissi et dans les collines de l'Est. Les Congolais, de leur côté, sont prêts à soutenir cet effort. Ils sont nombreux à rejoindre les rangs des Wazalendo, ces milices citoyennes qui, malgré leur manque de moyens, ont montré une détermination farouche à défendre leurs terres. Mais ce soutien populaire doit être canalisé, structuré, intégré dans une stratégie nationale. Tshisekedi a la responsabilité historique de transformer cette mobilisation en une armée du peuple organisée, disciplinée et capable de reprendre l'initiative. Le temps joue un rôle crucial. Chaque jour de retard affaiblit la portée de la victoire diplomatique. Si Tshisekedi veut que son image de président qui a isolé Kagame s'enracine durablement dans les esprits, il doit simultanément devenir le président qui a libéré le Kivu. Les deux victoires doivent se répondre, l'une à New York, l'autre à Bunagana. Sans cela, la victoire diplomatique risque de se vider de son sens et de se transformer en déception nationale. Voilà pourquoi, chers auditeurs, l'enthousiasme suscité par la conférence de New York est doublé d'une exigence pressante. Voir enfin la RDC remporter une victoire militaire claire, décisive, contre les forces rebelles. Ce n'est qu'à ce prix que la diplomatie pourra être perçue comme utile et que Tshisekedi pourra entrer dans l'histoire non seulement comme l'homme qui a isolé Kagame, mais aussi comme celui qui a libéré le Congo.